Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est le nouveau secrétaire général du vice-rectorat, Michael Tertré. Il est avec nous. Michael, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a plein de choses à voir avec vous, à commencer par l'actualité. Pas plus tard que dimanche, il y avait des parents d'élèves, pas d'enseignants semble-t-il, mais au moins des parents d'élèves en colère du côté du collège de Passamenti, les violences. Et on reproche au vice-rectorat, quand je dis on, c'est certains parents d'élèves reprochent au vice-rectorat de ne pas avoir respecté les engagements et les promesses. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ? Mais effectivement, à Passamenti, j'allais dire, il y a des faits de violence qui ont émaillé le quotidien de cet établissement depuis à peu près 3 semaines. Oui. Il faut savoir qu'à Mayotte, les établissements scolaires subissent avant tout l'importation des violences, puisque la plupart des faits de violence ont lieu d'abord aux abords, 75% des faits de violence, et le reste est dû essentiellement à des phénomènes d'intrusion suite j'allais dire, à des événements qui se sont déroulés en dehors de l'établissement d'Erix le week-end ou le soir, et des règlements de compte et des rivalités entre villages. C'est un peu le cas à Passamenti. Comment ça peut se régler, ça ? Est-ce que ça peut se régler ? Alors, oui, ça peut se régler, mais ce sera dans le cadre d'une réflexion collective. C'est-à-dire que l'éducation nationale, le vice-rectorat, ne peut pas tout seul. Nous, on prend un certain nombre de mesures, et notamment dans le cas de Passamenti, mais ça a été le cas ailleurs, puisque les phénomènes de violence sur Mayotte ont cette caractéristique-là, d'être mouvants et fluctuants. Donc là, les premières mesures d'urgence qu'on prend dans ces circonstances, c'est de faire aussi appel aux forces de l'ordre pour qu'ils renforcent leur présence. Et puis, on a ce qu'on appelle aussi nos équipes mobiles de sécurité qui viennent aussi renforcer une présence dissuasive. Par ailleurs, sur Passamenti, on prend aussi une mesure qui va prendre du temps, puisque c'est le temps dédié aux travaux. Donc ce sont des mesures de sécurité passive, à savoir la réfection ou la rénovation des clôtures, et toute une réflexion autour de ces sécurités passives. Donc là, on va avoir à la rentrée, on va mettre en place des groupes de travail qui vont associer à la fois des représentants du personnel, mais aussi nos partenaires institutionnels, mais également les parents, les associations et les communes, puisque cette question-là doit être traitée dans un cadre global et dans le cadre d'une réflexion collective dans laquelle l'éducation nationale prendra toute sa part, mais pas toute la responsabilité, bien évidemment. Parce qu'il y a des gamins qui rentrent dans l'établissement. Effectivement, il y a ce qui se passe là où il y a les bus. Bon, ça, on a bien compris que c'était pas sous la responsabilité, même si c'est évidemment un petit peu gênant ce qui se passe devant l'établissement scolaire. Mais c'est pas juridiquement la responsabilité du vice-rectorat ou de l'établissement. En revanche, il y a des gamins qui rentrent dans l'établissement et qui sont ou des anciens élèves ou des gamins qui n'ont rien à voir avec l'établissement. Comment on peut les empêcher de rentrer ? Est-ce qu'on peut arriver à les détecter d'une manière ou d'une autre ? Alors, il faut être en capacité, j'allais dire, d'identifier des signaux forts ou faibles, mais ça nécessite d'avoir un partenariat qui nous permette d'avoir des informations et d'agir en prévention. Là, on a en face de nous des événements qui se caractérisent par leur soudaineté, leur imprévisibilité. Donc, quand on parle effectivement des moyens que l'on pourrait mettre en place ou des mesures de prévention, on est face quand même à des événements qui ont un caractère soudain, imprévisible. Difficile pour nous de mettre en place des mesures efficientes ou efficaces. À moins d'être prêt tout le temps, quoi. Voilà, mais c'est pas possible. Alors, on a un dispositif qui fonctionne bien en réaction. Ce sont nos équipes mobiles de sécurité, mais par définition, ce sont des équipes mobiles. Elles n'ont pas vocation à être à demeure dans les établissements. Monsieur on en aura 9 EMS de plus à la rentrée. Monsieur le nouveau secrétaire général, il y a Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, qui a une question à vous poser. Oui, de gros efforts sont déployés par le vice-rectorat. Dans France Mayotte aujourd'hui, il y a notamment les autorisations accordées par la préfecture pour équiper en vidéosurveillance le collège de Bouéni et de Doujani. Est-ce qu'on va vers une généralisation de ce genre de système ? Alors il y a eu un appel à projet sur tout ce qui est effectivement vidéoprotection
ce qui correspond à un investissement estimé à 1 400 000 €. C'est énorme. Donc oui, c'est énorme. Ça rentre dans ce que je vous disais tout à l'heure, les mesures de sécurité passive. Alors est-ce qu'on se dirige vers une sanctuarisation des établissements? C'est la question que l'on doit se poser. Vous connaissez le collège de Caen, autour duquel on a construit un mur. Est-ce que c'est la direction dans laquelle on veut se diriger? Après, c'est quoi? C'est des choix politiques en fait. Voilà, ça peut être des choix de circonstances. Moi, je viens de la métropole où la menace terroriste est maintenant effectivement prise au sérieux. Là, on n'est pas dans le même schéma à Mayotte, même si ce sont des phénomènes de violence par intrusion, mais on n'est pas dans le cadre de ce qu'on appelle la menace terroriste. Faut vraiment qu'il y ait une réflexion collective autour de cette question de doit-on sanctuariser et comment assure-t-on la sécurité passive de nos établissements sans qu'on change l'image ou la représentation de nos établissements. Ce qui est important pour nous, c'est de préserver un climat scolaire qui, malgré tout, sur Mayotte, est très bon. On a des élèves qui sont contents d'aller au collège, au lycée, à l'école. Il n'y a pas... l'école, je vous le disais tout à l'heure, ne génère pas de tension ou un climat scolaire délétère. C'est extérieur. Voilà, c'est extérieur et il faut qu'on maintienne ça. Il faut qu'on développe les mesures éducatives dont on a la responsabilité. On a ce qu'on appelle les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Le collège de Pansamenti a un nom. Ouvoamouja, c'est là-dessus qu'on doit travailler. Ensemble. C'est la notion de vivre ensemble. Voilà, ouais. c'est sur ces bases-là que l'on doit travailler, même si on ne doit pas éluder la question de la sécurité de nos établissements. Ça, c'était pour la sécurité. On va parler des résultats. 48,3% de réussite, nous dit France Mayotte Matin. Premier tour. Au premier tour, oui. C'est moins bon que l'année dernière. A priori, d'après les calculs, on perd 4%. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché cette année? Ou moins bien marché en tout cas? Alors, préciser quand même que les résultats du premier groupe, donnent deux enseignements. Il y a effectivement un tassement des résultats globaux. Donc c'est 4 points, c'est le chiffre que vous annoncez. Faut savoir que ça affecte différemment les voies. La voie professionnelle est la plus affectée par cette baisse et ça s'explique. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'élèves désormais à Mayotte qui, plutôt que de passer un CAP BEP, maintenant se dirigent vers la voie pro, puisque davantage de chances d'insertion. Mais malgré tout, c'est un effort pour eux plus important et ça explique en partie cette baisse des résultats. Ensuite, alors c'est pas un épiphénomène, mais ça joue beaucoup sur les résultats de la voie technologie. Il y a une nouvelle filière technologique hôtelière qui inaugurait cette année sa première cohorte et il y a eu des résultats que l'on doit interroger puisqu'il n'y a eu que un peu plus de 17% d'admis au premier tour. Donc ça vient baisser quand même les effectifs, même si on est sur une petite cohorte. Mais voilà, il faudra interroger ces résultats et les expliquer. C'est une filière qui peut être très exigeante. Voilà, donc Est-ce que les événements extrascolaires, genre grève, difficulté pour se rendre à l'école en bus, on en parlait tout à l'heure avec Samuel, est-ce que... Comment ? Sécheresse, le problème de l'eau évidemment, on en parlait. Est-ce que tout ça a eu une incidence sur la scolarité de nos gamins ? C'est autant de facteurs qui, peuvent expliquer ce tassement des résultats. Bien évidemment, puisque c'est autant de temps où les élèves ne sont pas pris en charge. Donc, on sait qu'une des conditions de la réussite, c'est quand même la prise en charge de nos élèves. Après, on doit s'interroger, après des années de progression linéaire, des résultats sur Mayotte, si... globalement, on n'atteint peut-être pas un palier à l'heure actuelle, avec des caractéristiques de ce territoire qui ne sont pas comparables avec ce qu'on peut avoir en métropole, c'est-à-dire quand même l'accueil des fois d'une population scolaire pour laquelle il n'y a pas de maîtrise réelle de la langue française. Donc un vrai effort à entreprendre par nos équipes, par la communauté éducative, pour les faire progresser. Donc nous, on accentuera encore nos efforts l'an prochain pour la réussite du plus grand nombre. Et le deuxième enseignement quand même de ces résultats du premier groupe, c'est quand même un nombre de mentions, notamment dans la voie générale, en augmentation substantielle. Et ça confirme bien la grande hétérogénéité de nos classes dans les établissements à Mayotte. Il y a donc un besoin là aussi, un vrai besoin sur le plan technique. Peut-être c'est des choses qu'il faut développer. Ça fait partie des projets.
Sur un plan pédagogique, sur l'accompagnement, oui. Alors, pendant des années, Mayotte a été confrontée et est toujours confrontée au défi de la massification scolaire. Quand on compare entre 73 et 2017, le nombre d'élèves scolarisés, maintenant du primaire jusqu'au lycée. Qui augmente tous les ans. Et qui augmente tous les ans de l'ordre de 2500 à 3000 élèves par an. Donc, il y a ce vrai défi de la massification. Mais on doit passer de ce qu'on appelle la gestion du flux à la gestion des parcours des élèves. Donc, et tout l'effort qui devra être construit dans les prochaines années, mais qui a déjà débuté ces derniers temps, ça va être sur la construction, ce parcours de l'élève, ce parcours d'orientation pour donner le maximum de chances de réussite et un espoir d'insertion aussi, parce que c'est important pour ce territoire. Dans quelques secondes, on va évoquer ce que souhaite faire le président de la République, le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, la semaine de 4 jours, la classe de 12 élèves pour les CP. Mais juste avant, il y a encore Samuel qui a une question à vous poser. Oui, Mickaël, cette question, vous allez la rencontrer avec les syndicats et les parents d'élèves. Est-ce que les mauvais résultats, entre guillemets, mauvais résultats au bac, ce n'est pas aussi dû à une contractualisation de l'éducation à Mayotte qui devient très très importante, puisque près de 50% des enseignants aujourd'hui sont des contractuels? Alors effectivement, il y a cette tendance-là qui a commencé déjà il y a quelques années, mais qui se confirme sur la proportion de contractuels assurant les fonctions d'enseignement. Par contre, ce qu'on voit progresser de manière significative, c'est le niveau de qualification de ces contractuels. Et on remarque aussi un fort engagement, un fort investissement de ses collègues pour se mettre aussi à niveau et pour prendre en charge dans les meilleures conditions. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas encore le niveau alors? Alors on a des niveaux de qualification qui s'élèvent, puisque à une époque on avait des recrutements niveau bac. Maintenant, alors ça n'existe plus. Et j'allais dire, le niveau de qualification minimum qu'on a désormais chez nos contractuels, c'est BTS. Ouais. Mais le niveau licence, le niveau master, on a des doctorants aussi présents. Et on a des recrutements, j'allais dire, même à l'international. C'est-à-dire issus de pays francophones, certes, mais à l'international, et qui viennent alimenter notre corps enseignant, mais effectivement sous l'angle des contractuels. 12 élèves par classe. 12 élèves par classe. On parle des CP, bien évidemment. Est-ce que... Oui, Mayotte pratiquement tout Mayotte est en... Non. 8 zones. Nous, tout le département est en REP et 8 zones en REP+. C'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. Est-ce que le vice-rectorat s'est déjà préparé, de Mayotte, évidemment, s'est déjà préparé à ça? Et si oui, comment ça va se passer la rentrée? Alors il y a déjà des dédoublements qui vont être organisés dans les établissements que vous citiez. Alors on ne sera pas à 12 élèves par classe, on s'en approchera. On s'approchera d'ailleurs du chiffre métropolitain. On sera autour de 13,4 élèves en moyenne par classe, ce qui est déjà énorme quand on connaît les contraintes du territoire en termes de locaux. Donc les autres élèves vont aller où? Parce qu'une classe qui en comptait 25, là on la coupe en deux. L'autre moitié de classe, elle va où? C'est un dédoublement. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres enseignants qui vont arriver? Voilà. D'accord. Donc ça fait quand même... vous allez doubler le nombre d'enseignants pour les CP en tout cas? Alors pour les CP, c'est le cas. Pareil, la semaine de 4 jours. Comment ça va se passer? Dimanche. Et on n'a plus de problème. Parce que là aussi, ça demande une réorganisation totale. Oui, mais ça ne va pas s'installer tout de suite. C'est quelque chose qui va se mettre... qui va se mettre progressivement en marche. Il n'y a pas d'obligation de repasser à la semaine de 4 jours. C'est les collectivités qui vont tendre soit vers ce projet de retour à 4 jours, soit maintenir une organisation qui satisfait aussi un certain nombre de nos usagers, un certain nombre d'élus qui se sont vraiment impliqués dans la première réforme des rythmes scolaires. Ce sont les collectivités qui vont décider de ce qui va se passer et aux établissements à s'adapter en fait. Voilà. C'est bien ça. Samuel. Oui, excusez-moi, je reviens sur le dédoublement des salles de classe pour les CP. Là, vous êtes vraiment les mathématiciens, c'est pas possible parce que on va avoir des classes en rotation, donc des écoles en rotation, on va les dédoubler aussi. Ça va être possible. Il y a des endroits où ce sera pas possible. Alors on a parfois effectivement des écoles en rotation, mais pas forcément en rotation à 100%. Donc on va encore utiliser la marge de manœuvre ou la latitude que l'on a dans ces établissements pour pouvoir mettre en place cette réforme.
Il nous reste 2 minutes, Michael. Parlons un petit peu d'avenir et des projets de construction. On sait que Mayotte a besoin d'établissements scolaires. Il y en a qui sont en construction, il y en a qui sont en cours, il y en a qui viennent d'être inaugurés, même s'ils ont été ouverts il y a 1 an. Mais c'est quoi pour la rentrée? Quel établissement? Il faudra compter sur quel établissement? Quel nouvel établissement? Alors, rappelez quand même une chose, c'est que le vice-rectorat, l'État, c'est 50 millions en moyenne d'investissement pour les constructions scolaires. Tous les ans. Donc ça correspond, bon an, mal an, à la construction d'un collège tous les ans et d'un lycée tous les 2 ans. Donc ça, c'est vraiment le défi. Je vous parlais tout à l'heure des défis de la massification. On est véritablement en plein dedans. Et c'est particulier à Mayotte, puisque c'est le seul endroit en France où l'État construit des établissements scolaires. C'est un département en construction aussi. Hein. Avec une petite équipe qui, je peux vous l'assurer, puisque moi je suis arrivé que depuis 1 mois, travaille avec acharnement pour faire en sorte de livrer les établissements et désengorger des établissements dont on sait ici qu'ils sont parmi les plus grands établissements de France. Alors, on a inauguré il y a quelque temps le collège de Ouangani, sa première phase, puisqu'il y a une phase d'extension en cours pour construction de 10 nouvelles classes et d'un réfectoire. On va avoir la livraison à la rentrée du lycée de Mamoudzou Nord. Ah oui. On aura, dans le cadre, on va dire, d'un aménagement du territoire, la construction d'un collège au sud à Bouéni en 2019. Et puis des projets aussi l'année prochaine d'extension via des préfabriqués d'établissements déjà existants, là aussi pour soulager les effectifs et éviter cet engorgement et cette saturation. Et puis en parallèle, on a aussi ce grand projet autour de la restauration scolaire, qui est un défi aussi pour Mayotte. Et quand on dit tout à l'heure comment augmenter les résultats scolaires, c'est aussi une des conditions, quand on connaît la grande pauvreté qui existe sur l'île, d'assurer un repas chaud à nos élèves pour les rendre disponibles pour apprendre. Donc ça, c'est l'axe 3 du projet académique. Et donc on participe de cet effort. Il y aura sur Kaweni la construction d'une cuisine centrale à l'horizon 2018, mais on aura d'ores et déjà à la rentrée un certain nombre d'établissements. Je pense à Kanikeli, Magicavo, où il va y avoir un système de liaison froide qui va permettre à des élèves de manger chaud tous les midis. Le principe de l'internat, c'est quelque chose qui a fonctionné et qui fonctionne bien à Mayotte, qui est attendu à Mayotte, parce qu'on connaît les difficultés pour pouvoir circuler. Là aussi, il y a de nouveaux projets? Alors, il y a l'internat de Denbeni qui doit ouvrir à la rentrée. Alors, on attend de voir les résultats, parce qu'il ça se bouscule pas forcément au portillon pour entrer à l'internat. Alors, il faudra réfléchir sur comment on accompagne les élèves dans cette nouvelle logique d'interne, parce que ça appartient pas à la culture du territoire. Un élève qui vit en internat, voilà, on appartient d'abord à sa communauté, à sa famille, avant d'imaginer que l'on soit interne. Donc la première entrée, j'allais dire, sur Denbeni, on est sur des sportifs qui ont, à mon avis, déjà l'habitude de s'éloigner du clan familial. Donc, mais voilà, il faudra interroger ce dispositif-là dans le futur, et notamment comment on l'accompagne au mieux. Dernière question, vous avez le droit de répondre très rapidement. Nathalie Costantini, qui est actuellement en métropole, madame le vice-recteur, est-ce qu'elle va faire la rentrée des classes? Parce qu'on est quand même dans le mercato, là, on est dans le grand mercato. Est-ce qu'elle va faire la rentrée des classes? Vous savez pas? Je vous dirais simplement qu'elle va faire la rentrée des classes. Moi. D'accord. Juste la rentrée des classes, elle s'en va après? Elle va faire la rentrée des classes. Mais on ne sait pas où. En tout cas, merci. Elle fera la rentrée des classes à Mayotte. Bon, d'accord. J'ai une dernière petite question, c'est possible ou pas, très rapidement. Allez-y. Est-ce que l'apprentissage va être développé à Mayotte plus qu'il ne l'est, parce qu'aujourd'hui il est quasi inexistant, et pourtant c'est vraiment une filière d'avenir? Alors, on a examiné les chiffres de l'affectation hier. On aura une centaine d'élèves à la rentrée qui iront dans la voie de l'apprentissage. Alors, est-ce que c'est suffisamment développé ou pas? Je ne peux pas vous le dire à l'heure actuelle. C'est un dossier que je n'ai pas examiné de près. On va voir si c'est une solution pour nos élèves ici. Michael Tertré, le nouveau secrétaire général du vice-rectorat, comme on dit chez nous. Caribou, Michael. Eh bien, merci. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.